Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce quatrième épisode de la semaine de l'IA organisée par Option Finance. Cet épisode s'intitule Données ESG, réglementation et IA, les nouveaux équilibres à l'ère de SFDR 2.0 avec un point d'interrogation. Donc, pour répondre à cette question, deux intervenants de qualité, Mathilde Dufour, directrice de la recherche en développement durable chez Mirova Asset Management, et Jérôme Matt, Regional Sales Director chez Clarity AI. J'aurai le plaisir de modérer ce webinaire. Je suis Sylvie Maléco, CEO de Millennium Actuaria et Conseil et membre du comité du label ISR. Nous allons avoir à peu près 45 minutes de débat pendant lesquelles n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet discussion. On fédérera les questions à la fin et il y aura une quinzaine de minutes pour répondre aux questions que vous vous posez. Alors, c'est vrai que 10 ans après les accords de Paris, la signature de ce qu'on appelle la Déclaration sur l'intégrité de l'information, la COP30, a marqué un tournant dans la lutte contre le greenwashing et la transparence climatique. Dans ce cadre, les propositions d'amendement au SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, à la SFDR, cherchent à participer à cet effort en simplifiant et en clarifiant le reporting climatique sur les activités financières. La version SFDR 2.0 propose de nombreux changements dans le but affiché de rendre la réglementation plus lisible et moins coûteuse pour les acteurs financiers. Je cite, simplifier et réduire les exigences administratives et d'information liées à la durabilité, ainsi que, je cite toujours, améliorer la capacité des investisseurs finaux à comprendre et à comparer les produits financiers liés à la durabilité. Alors, Mathilde Dufour, parmi les évolutions majeures de SFDR 2.0, trois nouvelles catégories sont proposées pour clarifier la définition d'investissement durable. ESG basique, je cite, les produits financiers intègrent les facteurs de durabilité dans leur stratégie d'investissement au-delà de la prise en compte des risques liés à la durabilité. C'est l'article 8 du texte. Deuxième catégorie, transition. Je cite, investir dans la transition en matière de durabilité des entreprises, des activités économiques et autres actifs. C'est l'article 7 avec un objectif de transition ESG qui soit mesurable. Et enfin, sustainable, je cite, investir dans des entreprises durables, des activités économiques durables et d'autres actifs durables ou contribuer à la durabilité. C'est l'article 9 et avec là aussi un objectif de contribution ESG mesurable. Alors, considérez-vous qu'il s'agisse d'une réelle clarification à la fois pour les investisseurs, les épargnants et les sociétés de gestion, et que cela permettra d'offrir des gammes de produits qui seront plus lisibles pour tous. Et finalement, quand on regarde ces trois catégories, on a le sentiment d'une focalisation toujours sur le climat et la décarbonation. A-t-on, à vos yeux, suffisamment pris en compte les enjeux du S, social et ou sociétal de l'ESG? Merci Sylvie et bonjour à toutes et tous. Alors, sur cette première question qui est la question de la clarification, ma réponse c'est je l'espère, c'est-à-dire on a, et je commencerai peut-être par là, rappeler d'où on vient. Vous mentionniez Sylvie en introduction la première version de SFDR avant la proposition des trois nouvelles catégories avec SFDR 2.0. Pour rappel à tous, on avait avec SFDR version 1 aussi une classification de produits qui s'appelait les fameux articles 6, 8 et 9 qui, pour l'article 8, ne faisait pas place aux critères ESG, les articles 8 et 9 avec un degré variable d'intégration de ces enjeux. Peut-être pour revenir sur l'histoire, avant SFDR, on était dans une situation où on n'avait pas du tout de clarté. C'est-à-dire que, on le sait, et encore aujourd'hui, c'est à la fois la richesse et la difficulté de notre industrie. Intégrer des critères ESG, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et il faut reconnaître que le premier cadre SFDR a apporté
une clarification certaine sur ce que veut dire l'investissement durable en introduisant ces fameux articles de classification et en établissant un certain nombre de définitions. Donc, une définition qui a été beaucoup décriée, qui est celle de l'investissement durable au sens réglementaire. Je vous rappelle, l'investissement durable, c'est défini comme une activité qui a une contribution à un objectif social ou environnemental, une activité qui respecte le fameux principe, donc dans le jargon réglementaire européen qui s'appelle le DNSH, le Do Not Significant Harm, donc ne pas faire de mal, et des principes de bonne gouvernance. Cette définition, elle a posé beaucoup de difficultés parce qu'elle est à la fois assez prescriptive parce qu'elle dit clairement que l'ESG sait mesurer une contribution et puis s'assurer de ne pas faire de mal, mais elle a aussi été assez vague et a entraîné beaucoup de flou pour et les sociétés de gestion et aussi les investisseurs et les épargnants. Donc dans ce contexte-là, déjà commencer de dire que voilà, on a eu un énorme progrès entre l'avant et l'après SFDR V1. Une des autres difficultés de SFDR première version, c'est que voilà, on a commencé à entrer dans un régime de transparence qui, et j'en profite pour le dire, n'a concerné que les produits qui intégraient les sujets avec des caractéristiques environnementales et sociales. Hein. On a aujourd'hui plus de la moitié du marché qui ne prend pas en compte ces sujets-là et l'investisseur final n'a pas d'informations sur les aspects environnementaux et sociaux, ce qui sera encore le cas d'ailleurs dans la prochaine réglementation. Mais voilà, on a eu un certain nombre d'informations supplémentaires. Ce qu'on n'a pas eu avec ce premier régime, parce que ce n'était pas l'objectif, c'est d'aller un petit peu plus loin. Et bon, on sait que la nature a horreur du vide, donc le marché a créé une forme de auto-labellisation en disant un article 9, voilà, c'est durable, un article 8, c'est durable, un peu moins vert, et l'article 6, il n'y a rien. Donc ce qu'apporte la deuxième version de SFDR aujourd'hui, c'est une approche pragmatique de dire on sait qu'il faut qu'on aille plus loin, et donc créer ces trois catégories, ça va dans le bon sens parce que ça permet de mieux guider les investisseurs dans leur choix. Hein, article 6, 8, 9, si on n'est pas connaisseur, ça ne parle pas beaucoup. Et puis de structurer l'offre produit de manière plus cohérente. Ça c'est l'objectif. On pourrait se poser la question, d'ailleurs, je pense que la catégorie durable, on voit à peu près ce que c'est, la catégorie transition aussi. La catégorie basique ESG, bon, c'est pareil, c'est peut-être pas forcément le terme le plus parlant, mais on a au moins des directions qui sont apportées. Là où on est encore un peu dans l'incertitude, c'est que oui, ça devrait apporter de la clarté, mais il faut encore que, au-delà des noms des produits, on ait des critères qui soient assez compréhensibles et surtout comparables, sachant qu'on embarque de toute façon un certain nombre de complexités quand on parle de ces sujets-là. Mais au-delà de cette question de la lisibilité, donc sur laquelle, à mon avis, en tout cas la proposition de texte apporte des réponses, il ne faut pas oublier que le succès de cette réglementation, il ne se mesurera pas seulement à l'aune de cet étiquetage, entre guillemets, des produits, mais de revenir sur l'origine de ces réglementations, qui est bien de être un cadre qui aide à orienter le capital vers une économie plus durable. Et je pense que le succès de la clarification, elle sera aussi mesurée à cette capacité à allouer le capital vers des objectifs environnementaux et sociaux. Sur la deuxième question qui est le fait qu'on a quand même plus d'informations qui sont, ou en tout cas une réglementation qui a l'air plus adaptée aux problématiques environnementales et sociales, on le voit bien, aujourd'hui, on a un déséquilibre. On voit que rien que dans les noms d'ailleurs des catégories, hein, durable, aujourd'hui, ça s'appuie quand même encore beaucoup sur une taxonomie des activités durables qui est essentiellement environnementale, voire climatique. On a sur la catégorie transition, aujourd'hui dans le texte, un certain nombre de critères qui sont fixés, qui sont très liés au climat, donc même pas forcément à l'ensemble du pilier environnemental, même si l'objectif de la réglementation est bien de ne pas se cantonner au climat. On voit aujourd'hui que ce sera plus facile de créer des produits qui sont gérables côté société de gestion, mais qui parlent aussi aux investisseurs sur des thématiques climat. On a des cadres, on a des objectifs globaux, on a des feuilles de route, on a des cadres comme la taxonomie européenne, alors que sur les enjeux sociaux, on est moins avancé. Et pourtant, on parle de sujets très concrets. On parle de qualité de l'emploi, de conditions de travail, d'égalité hommes-femmes, d'accès à des services essentiels. Il y a matière à faire des fonds qui puissent être qualifiés durables, transition ou basique ESG, mais on voit que sur ces sujets, il n'y a pas de métriques qui sont standardisées et les données sont moins disponibles. Donc,
Aujourd'hui, le cadre reflète assez peu ça. Aujourd'hui, si on veut faire un fonds qui s'appelle Transition, on voit bien ce que ça peut donner sur le climat, sur des thématiques sociales. Aujourd'hui, le texte n'est pas très clair et on verra comment le texte va être précisé au fil des détails qui sont apportés. Mais on a cette petite incertitude sur la capacité de ce texte à pouvoir embarquer des fonds avec une thématique sociale forte. Et je pense que ça, c'est le dernier message et je m'en arrêterai là sur cette question. Il faut qu'on s'assure que ce texte ne soit pas qu'un texte qui porte sur des fonds à ambition climatique. Parce que, comme je le disais, on a des vrais besoins sur la partie sociale. Et donc, il faut trouver un équilibre avec, bien sûr, poser des garde-fous pour éviter le social washing. Donc, après le greenwashing, le social washing. Mais ne pas bloquer l'innovation parce que tout n'est pas mesurable et que le texte ne pourra pas bien définir tout ce qui est de l'ordre du social. Donc voilà, ce texte-là peut apporter de la clarification. Il faut être attentif au fait que ça pourra embrasser l'ensemble des stratégies possibles, y compris sur le social, parce qu'on a beaucoup de besoins en matière d'investissement et on ne peut pas attendre d'avoir les données parfaites pour agir. Merci beaucoup. Jérôme Matt, autre avancée de SFDR 2.0, autre évolution, une simplification des indicateurs d'impact qu'on appelle les Principal Adverse Impacts, les PAI. Le reporting des PAI au niveau de l'entité n'est désormais plus obligatoire et certains PAI pour les produits ont été simplifiés pour mieux correspondre aux données accessibles. Par ailleurs, autre évolution, on a une suppression de l'obligation de faire une analyse qu'on appelle la Do No Significant Harm, la fameuse DNSH. Paradoxalement, on voit que les attentes en matière de données augmentent, car les fonds doivent démontrer une contribution de 70%, valider les exclusions et justifier les indicateurs clés de performance sélectionnés. Donc les estimations et les approximations qui sont autorisées vont faire l'objet d'un examen plus approfondi de la part des régulateurs et des investisseurs finaux. Considérez-vous que cette j'allais dire, objectif de SFDR2, qui est, je cite, de mieux correspondre aux données accessibles, est une réelle simplification pour rester dans une zone de confort et que l'IA va néanmoins accroître rapidement l'accès à de plus grandes quantités et qualités de données. Et est-ce que vous avez chez Clarity AI déjà défini des méthodologies qui permettent de sélectionner, de mettre en ordre cette profusion de données à disposition et de sélectionner celles qui seront véritablement utiles et fiables pour répondre aux nouvelles attentes? Sylvie, merci beaucoup pour cette question. Bonjour à tous et à toutes. Clotilde, merci beaucoup pour Mathilde, merci beaucoup pour ces premiers éléments descriptifs et intéressants sur notamment cet aspect S. Je retiens le manque de données sur le S. Ce sont des échos que l'on a très souvent, nous-mêmes, fournisseurs de technologies ou de solutions dans le domaine de la durabilité. Et c'est un point qui mérite d'être creusé très sérieusement. Sylvie, face à ces questions, il me faudrait 3 heures. C'est un vaste débat, mais néanmoins, il est clair que l'intelligence artificielle, pour revenir sur le titre aussi et la raison de notre intervention, l'intelligence artificielle va accroître forcément la quantité de données. Par contre, sur la qualité des données, la question reste ouverte et elle mérite d'être vraiment analysée et posée. Alors, Clarity a mis en place depuis toujours nativement des méthodologies pour acquérir la donnée, pour constituer à la base un socle d'une base de données. Je rappelle juste très rapidement 3 typologies de données. La première, c'est des données reportées par des émetteurs et capturées, collectées par Clarity. La deuxième, c'est, et vous l'avez dit également Sylvie, une nécessité d'estimer, donc construire des méthodologies, s'inspirer bien évidemment des pratiques de l'industrie, mais aussi des cadres d'analyse qui existent pour être capable de mettre en place des estimations de façon transparente, et on va y revenir. Il y a une exigence aussi de plus en plus forte de ce côté-là, tant mieux. Et l'objectif, c'est effectivement d'avoir une possibilité de donc mesurer finalement à l'échelle l'ensemble des univers avec ces estimations et ces données collectées.
La troisième typologie de données qui est également importante à Clarity, c'est des données tierces que l'on acquiert pour augmenter notre vision sur des KPI. On a toute une galaxie de différents fournisseurs de données open source ou même de données brutes de différentes natures pour augmenter notre vue et donc mettre en place des méthodologies qui vont nous permettre, grâce à l'AI, mais là on est sur des éléments d'AI d'ancienne génération, ce qu'on peut appeler des algorithmes, et bien des logiques de sélection de valeurs, des objectifs de sélection de la meilleure donnée pour le KPI étudié. Donc ça se fait avec des comparaisons, des outils de statistiques de façon assez détaillée, bien évidemment, dans ces processus-là. Alors, on voit bien que quand on parle d'acquisition de données, tout au départ, l'industrie, c'était quoi? Des personnes qui ouvraient les rapports annuels ou les documents universels des entreprises, qui collectaient la donnée et la mettaient dans une machine. Peu à peu, l'intelligence artificielle et notamment les outils de Natural Language Processing ont été capables de reconnaître des chiffres, des données dans des éléments dits déstructurés, dans des textes. Donc ça, c'est quelque chose que Clarity a bien évidemment incorporé dans sa technologie tout de suite à la création de son entreprise. Et c'est en 2017 qu'on a étudié et mis en place ces outils-là. Aujourd'hui, et ça nous a mis beaucoup de temps, on a par exemple un processus entièrement automatisé pour collecter la donnée UE taxonomie. Mais souvent, je répète que collecter correctement de la donnée et être certain de la fiabilité de ces données, eh bien, ça prend du temps et c'est pas aussi simple que de aujourd'hui faire un prompt dans, je sais pas, Claude ou ChatGPT. Néanmoins, ça, c'est un élément qui est assez important à comprendre, c'est que dès le départ, ces outils nécessite quoi? Deux choses. La première, c'est un humain dans la loupe. Alors moi, c'est chez Clarity que j'ai appris ce terme human in the loop. Je viens du domaine de la recherche et j'avoue que avant ça n'existait pas. Et j'aime bien préciser que ce human in the loop, il est extrêmement évident et essentiel parce que il va permettre de comprendre la bonne qualité de ces données et d'apprendre au modèle de répliquer ces bonnes pratiques-là. Donc, collecte de la donnée entièrement automatisée. Ensuite, des processus de nettoyage ou des processus de, quelque part, être capable de fiabiliser les bases de données, d'être capable d'identifier finalement les outliers, d'être capable d'identifier s'il y a des écarts importants par rapport à des moyennes, des benchmarks qui sont, eux, calculés sur des critères uniques ou des critères communs à des ensembles de sociétés, etc. Donc, quand on fait ça avec des millions de sociétés, forcément, des millions de données, pardon, on est obligé, bien évidemment, de quelque part s'accaparer d'outils d'intelligence artificielle. Un exemple très simple, et l'industrie a très très rapidement compris cela, le sujet des controverses. Aujourd'hui, on ne peut pas identifier des controverses sans mettre en place des routines de Natural Language Processing pour avoir la capacité de lire automatiquement des millions d'articles. Clarity aujourd'hui est sur un ordre de 2 millions d'articles lus tous les jours pour essayer de repérer dans un cadre d'analyse bien précis 39 différentes issues, 39 différentes controverses et à partir de là, renforcer le modèle dans sa capacité à les détecter parce qu'il y a un expert dans la loupe qui va être capable de dire si oui ou non c'est bien une controverse matérielle. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants. Collecte de données avec des outils d'intelligence artificielle, également, bien sûr, fiabilisation des séries grâce à des outils d'algorithmes, de statistiques, etc. Ensuite, le dernier aspect, c'est la mise à disposition de cette donnée dans des bases et dans des outils qui permettent à des acteurs tels que Mirova de pouvoir très clairement l'exploiter pour mesurer, l'exploiter pour pouvoir anticiper ou pour pouvoir analyser et aussi prendre des décisions. Après, également, refaire du reporting, etc. Aujourd'hui, les nouveaux outils permettent de pouvoir amener toute cette donnée avec de l'intelligence connectée qui va être des large language models, qui sont des LLM, dans, par exemple, Copilot, Claude, etc. Ça, c'est un élément qui est nouveau et qui, effectivement, peut vraiment être intéressant parce que aujourd'hui,
dans l'exploitation de la donnée, on peut utiliser l'intelligence artificielle et elle est utile lorsque l'on veut travailler à l'échelle sur différents sujets. Et on en reparlera notamment dans le cadre de SFDR 2.0 tout à l'heure. Alors Je pourrais justement, pour aller peut-être un peu plus loin dans ce sujet, on voit bien que les propositions d'amendement de SFDR 2.0 devraient permettre une réduction assez significative des charges de conformité. On parle de l'ordre de 25%, ce qui veut dire une économie chiffrée par certains aux alentours de 160-170 millions d'euros, principalement pour les PME européennes. Mais en contrepartie, les impacts opérationnels en termes de reporting, de marketing, de besoins de données pour les investisseurs, pour les asset managers sont importants. On peut en citer quatre: le renforcement des méthodologies d'analyse de durabilité des produits, avec des définitions plus claires des objectifs pour transition et sustainable, euh, un allègement du processus de reporting au niveau de l'entité, c'est-à-dire au niveau de la société ou de la structure elle-même, mais qui mécaniquement va augmenter l'importance du travail d'analyse des responsables des produits. Troisièmement, la mise en conformité des pratiques marketing et communication. On peut citer le KYC ou l'onboarding avec les clients pour correspondre au fameux article 6A relatif au greenwashing. Et enfin, une augmentation de la demande de données fiables pour aligner les données des PAI avec les critères des trois catégories d'investissement. Alors, d'où une question: a-t-on vraiment une simplification réglementaire ou simplement un transfert de charges des entreprises vers, on va dire, les gérants d'actifs? Et d'autre part, est-ce que les nouveaux outils de l'IA, comme les protocoles MCP par exemple, qui permettent d'agréger plus directement les données, seront la solution opérationnelle pour les gérants d'actifs? Mhm. Alors effectivement, si on parle de simplification de la réglementation, on peut pas conclure pardon, par une réduction de la charge nécessaire à satisfaire les nouveaux textes et à effectivement conduire des actifs dans cet objectif de durabilité. Et pour reprendre vos propos, Mathilde, tout simplement allouer le capital vers une économie plus durable. Et je pense que globalement, la réalité du terrain aujourd'hui, lorsqu'on est asset manager, et là je suis preneur de votre feedback, il est d'analyser quelles peuvent être les perturbations causées par SFDR 2.0 sur une gamme de fonds. Dans le texte 1 de SFDR, vous avez positionné des fonds, article 8, article 9, article 6, peu importe, avec une logique client, une logique aussi de valeur et une volonté de vouloir effectivement donc allouer ces capitaux à des vertus, on va dire, essentielles aujourd'hui. Et en fait, on a très vite identifié dans le texte SFDR 2.0 que ces positionnements allaient être perturbés. Euh, les gammes de fonds vont être perturbées si elles ne bougent pas, bien évidemment, et si aucune action ne sont prises. Je crois que la presse avait jugé cela ou avait utilisé le terme de l'exode de l'article 8 pour tout simplement donner un petit peu de couleur sur ces statistiques. On a mené une étude et j'encourage chacun à aller la lire c'est une étude qu'on a publiée sur notre site internet où globalement 62% des articles 8 ne vont être ni catégorisés G basique ni de transition. Et 77% des articles 8 actuels ne seront pas classés sustainable sous SFDR 2.0, encore une fois, si les fonds restent à isopérimètre. Autant dire, ça perturbe pas mal effectivement les gars, mais je pense que ça nécessite de mettre en place des stratégies enfin d'abord une réflexion, une analyse et des stratégies de repositionnement des fonds. Donc, il faut mettre en œuvre des analyses. Il faut effectivement des outils pour analyser cela. Et Sylvie, merci beaucoup. C'est vrai, une technologie qui est intéressante pour cela, peut-être le fameux MCP. Alors, MCP, c'est quelque chose que j'ai appris aussi très récemment. Hein, pour ceux qui ne savent pas pardon, ce que cela signifie, c'est Model Context Protocol. C'est MCP, en fin de compte, c'est quoi? C'est
un câble que je branche entre un outil qui peut s'appeler Claude et une base de données, que je branche avec une base de connaissances de méthodologie. Et en fait, avec des agents qui vont être spécialisés dans leur domaine de compétences, on a la possibilité d'interagir et de réaliser donc à l'échelle, et c'est là que c'est intéressant, des analyses. Donc quand on gère des centaines de fonds, que ces fonds sont chacun, je ne sais pas, investis sur 40, 60, 100 différentes lignes de produits d'investissement, eh bien, il faut, et qu'on doit bien évidemment screener, enfin, pardon, analyser ces univers face à des données de la taxonomie, des données du PAB, les données de les PAI, on en a parlé, et ainsi de suite, eh bien, ce sont des masses de données importantes qu'il va falloir finalement euh, analyser et utiliser. Et donc, à travers ces ponts de liaison, les MCP, on a la capacité de pouvoir analyser en masse, traiter l'information rapidement. Donc là, typiquement, dans un outil d'échange, quelle est la nouvelle figure, quelle est la nouvelle classification de mes fonds, qu'est-ce que ça donne, j'ai les résultats, et puis ensuite une capacité de pouvoir interagir avec l'outil pour aller faire de la simulation, par exemple. Si je désinvestis dans la société, je peux parler de nom pour pas créer, mais si je désinvestis dans la société X et que je réinvestis dans la société Y, que se passe-t-il, et ainsi de suite. Et donc, du coup, ça devient des outils qui vont être très intéressants. Pourquoi aussi? Parce qu'ils sont sertis à un domaine connu et à un domaine propre, dans le sens où il n'est pas ouvert sur le web, il est ouvert sur des bases de données qui au départ ont été bien évidemment nettoyées, rendues fiables au préalable. Donc c'est effectivement ces outils qui aujourd'hui sont assez intéressants dans ce cadre-là. Ça sera intéressant dans un autre débat de se poser la question du coût énergétique du traitement de données et de tous ces nouveaux outils, mais c'est un autre débat. Euh, Mathilde, on a le sentiment d'un chevauchement avec d'autres réglementations européennes qui sont elles-mêmes en cours d'évolution. Je pense en particulier à MiFID II, à la taxonomie verte et bien sûr à CSRD. MiFID II inclut les produits structurés, SFDR 2.0 les exclut. Ça se chevauche, mais c'est pas tout à fait identique. L'alignement avec les catégories de la taxonomie verte fait intégralement partie des possibilités pour identifier les produits alignés avec les trois catégories. Les simplifications apportées au PAI devront, elles, s'aligner avec les simplifications prévues pour les ESRS de la CSRD pour harmoniser les besoins de collecte de données et notamment être cohérent avec les besoins de données pour les plans de transition. On a quelques mois devant nous, mais finalement pas tant de temps que ça. Et il est probable, effectivement, comme l'évoquait Jérôme, que l'on assiste à de nombreuses reclassifications. Des produits qui relevaient des articles 8 et 9 devront être attachés aux nouvelles catégories et il faudra évaluer s'ils satisfont au seuil de contribution et d'exclusion de la nouvelle réglementation. Est-ce que cela va conduire des sociétés de gestion, une société de gestion comme Mirova, à repenser la composition d'un nombre important de portefeuilles? Et par là même, n'a-t-on pas un risque de rupture dans les performances? Si on se positionne sur de l'investissement de long terme, pour un épargnant final, c'est quand même perturbant, voire pénalisant. Si on a un fonds dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, par exemple, et qu'on est obligé de repenser la composition du fonds, bah, l'investissement change un petit peu. Alors, c'est une question, enfin, c'est la question à laquelle tout le monde voudrait avoir une réponse. Je pense, je n'ai pas de boule de cristal, pas plus que les autres, et je lis aussi toutes les études qui essaient d'estimer l'impact de cette réglementation. Peut-être en propos liminaire, on est sur un texte qui est encore en discussion. Donc, les éléments qui vont être déterminants ou non dans la reclassification sont notamment les exclusions, qui est donc la nouveauté de SFDR V2 par rapport à la première version. On voit qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de débats, que ce soit au Parlement, au Conseil, sur ces seuils. Et honnêtement, je pense qu'ils peuvent être beaucoup déterminants dans les reclassifications. On a aussi, au-delà du moment où on aura un texte final, et on l'a vu avec la première version de SFDR, ce sont les documents d'application. C'est-à-dire quand on a, de la part du régulateur,
plus d'éléments concrets sur qu'est-ce qu'on appelle un indicateur de performance ESG, qu'est-ce qu'on appelle une contribution, donc le fameux seuil des 70% que vous évoquiez en introduction, qu'est-ce qui rentre dans l'investissement durable. On a encore beaucoup d'inconnus. Donc, c'est important de rappeler ça. On a encore, et ça aura un impact fort sur les reclassifications. Je voulais quand même reparler de, si je remonte quelques mois en arrière, on a eu ce qu'on a appelé les guidelines sur les naming rules de l'ESMA pour les fonds ESG. Donc l'ESMA, le superviseur européen, a édicté des règles pour la dénomination des fonds ESG, avec un certain nombre d'éléments aussi qui précisait que pour s'appeler par exemple durable, il fallait respecter un certain nombre d'exclusions, un certain nombre de guidelines. C'est un élément intéressant parce que donc c'est des guidelines qui ont quelques mois, années d'existence. Et si on regarde ce qui s'est passé sur le marché, finalement, on a eu, et je schématise parce que forcément c'est un peu plus compliqué, mais dans les grandes lignes, on a eu beaucoup de renommage de fonds, donc des fonds qui ont changé de nom. Presque un tiers des fonds ont changé leur nom, en passant de ESG à leader ou en passant de durable à ESG. Mais finalement, très peu de changements de stratégie d'investissement. Donc, on voit qu'en fait, les acteurs du marché ont préféré garder leur stratégie d'investissement, ont fait quelques modifications, mais plutôt marginales dans leurs critères ESG pour s'adapter à la réglementation, mais pas de grands changements massifs et assez faibles sur les performances. C'est un exemple. Encore une fois, ça ne prédispose pas de la même chose sur SFDRV2, mais il n'est pas impossible qu'il y ait aussi que la réglementation telle qu'elle soit finalement appliquée laisse une certaine marge de manœuvre à beaucoup d'acteurs. Peut-être pour revenir sur aussi la différence entre les fonds article 9, article 8 et article 6, de rappeler que quand même un des objectifs de la Commission européenne, et un de ses porte-parole s'exprimait dans la presse sur ce sujet il y a peu de temps, l'objectif affiché est quand même, on n'est pas tellement sur un exercice ni de simplification dans le cadre de ces réglementations, mais plutôt de renforcer la lutte contre le greenwashing. Et donc, un des objectifs, c'est de faire en sorte que tous les articles 8 actuels ne deviennent pas automatiquement catégorisés comme ESG, basic, etc. Donc, est-ce que la manière dont le marché va appliquer, ce sera de dire moi, je ne m'appelle pas et je ne me catégorise pas, mais je continue à promouvoir des caractéristiques ESG, sachant que la documentation marketing sera beaucoup encadrée, ou est-ce qu'on a certains acteurs qui vont relever un petit peu leur seuil d'exigence? C'est pas très, très évident. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la partie la plus ambitieuse des fonds durables, on a finalement, avec la deuxième version de SFDR, un cadre plutôt plus flexible et plus opérationnalisable que ce qu'on avait avec le fameux article 9, qui était vraiment le plus haut niveau d'ambition en matière de durabilité et qui, au fil du déploiement de cette réglementation, est devenu un cadre très compliqué, tellement compliqué qu'il a pu être un frein ou en tout cas une forte limitation à la performance. Et je pense que ça, c'est cet équilibre qu'il faudra trouver entre les différentes catégories. Et pour finir, quand même, d'un point de vue finance durable de manière générale, mais aussi d'un point de vue choix d'investisseur final, ce serait dommage qu'on arrive avec un système de catégorisation dans lequel 98% des fonds seront classifiés ESG basique et le reste partagé, un tout petit pourcentage partagé entre deux autres catégories. On aurait finalement l'illusion du choix avec des catégories qui ne soient pas réellement, en tout cas, au même niveau. Donc, pour moi, ça, c'est un petit peu les enjeux qu'on voit sur l'application de SFDR 2.0. Je me permets juste de traiter un autre sujet parce que vous l'avez abordé, la simplification du paquet réglementaire sur les données ESG, donc sur la CSRD, sur la taxonomie, etc. Et refaire le pont avec le sujet de l'IA et avec ce que Jérôme évoquait. D'un point de vue, donc là, au-delà de la classification des fonds, mais plutôt dans la manière dont on va réussir à gérer en intégrant ces données ESG, on est dans un contexte où finalement on aura beaucoup de données ESG, mais sur un périmètre bien moindre. Mais c'est quelque chose qu'en tant qu'asset manager qui n'investit pas
qu'en Europe, mais dans le monde entier, on a l'habitude de gérer. Donc le besoin de recourir à des estimations, de structurer de la data à laquelle on n'a pas forcément accès immédiatement, c'est quand même quelque chose qui existe déjà. Et au contraire, la simplification, pour le coup, qui est faite en ce moment sur quels sont les critères environnementaux, sociaux les plus pertinents et qui sont permises par la simplification des cadres européens, ça peut nous aider à mieux structurer la donnée qu'on va vouloir privilégier en utilisant des outils comme l'intelligence artificielle. Merci. Jérôme, il y a une célèbre formule qui dit que quand c'est flou, il y a un loup. Or, ce qu'on peut dire, c'est que les méthodologies pour se conformer à SFDR 2.0 sont encore parfois peu explicites. Renforcer les méthodologies internes relatives aux stratégies sustainable et transition en particulier, avec des définitions plus claires pour les objectifs et les indicateurs de reporting, semble un enjeu clé. Et peut-être que d'ailleurs le S de social dont on parlait tout à l'heure se retrouvera justement dans cette dynamique de transition qui doit conjuguer le E et le S. De nombreux acteurs financiers évaluent aujourd'hui les plans de transition des entreprises par des méthodologies internes. Ils utilisent des indicateurs relatifs aux émissions sur les scopes 1, 2, 3, relatifs aux objectifs de décarbonation, alignés avec les accords de Paris, et répartissent les investissements en durables, fossiles, grey, et voire autres catégories. SFDR2, selon vous, ne devrait-il pas relier plus directement les critères d'éligibilité pour les catégories transition et sustainable aux bonnes pratiques qui ont déjà été développées par le marché pour rendre le reporting plus opérationnel et donc plus lisible? Et est-ce que l'IA peut aider dans cette démarche? Oui, ce sont d'excellentes questions. Et je me permets de rebondir juste sur un sujet qui est la difficulté des méthodologies pour se conforter à SFDR 2.0. Mathilde l'a rappelé, le texte est encore en discussion. On a eu un draft et je crois on attend les RTS, les critères techniques début 2027. Donc globalement, on va encore avoir plus de précision et du coup, les méthodologies pourront effectivement être un petit peu plus précisées. Néanmoins, là, dans ce draft, on sait qu'il y a un rehaussement du seuil de la taxonomie de 15 à 20%, je crois, de 15 à 20%, l'utilisation des PAI obligatoires strictement, et puis aussi la période d'implémentation qui a été augmentée de 18 à 24 mois. Le calendrier, heureusement, et je crois qu'il faut saluer aussi ce phasage qui ne nous rappelle pas la taxonomie européenne lorsqu'on a eu d'abord l'obligation d'appliquer finalement une réglementation dont les critères techniques sont arrivés par la suite. Donc là, on a un phasage qui est plutôt sympathique. Et sur l'alignement, effectivement, il serait salutaire. C'est-à-dire que globalement, on voit bien dans ce texte différentes choses. Et Sylvie, vous connaissez ça mieux que moi, mais le fait que SFDR 2.0 reprenne ce critère d'exclusion de l'extension des capacités de production de fossiles, la reprise également de la règle d'élimination des 20% de l'univers sous-performant. Ça, ce sont des éléments qui sont aujourd'hui dans le label ISR, et c'est intéressant aussi puisque c'est un label d'État, et on voit bien qu'il y a donc peut-être une volonté de converger. Ce sont en tout cas des signes vraiment positifs. Ça ne veut pas dire qu'on est aujourd'hui aligné sur les luxe flags, les Towards Sustainability et autres labels, mais néanmoins, on a quand même une convergence en place et celle-ci, elle est plutôt intéressante. Et alors, l'intelligence artificielle, pour répondre à votre deuxième question, peut, oui, aider bien évidemment. Alors, je sais qu'il y a des possibilités d'analyser l'ensemble des textes et d'utiliser ou d'avoir recours à des outils de LLM pour essayer de trouver les points de convergence et de créer des statistiques. L'ADEME a réalisé cela au niveau de l'article 29, mais vous avez aussi mentionné ces fameux plans de transition et j'aime beaucoup cet exemple parce que, en fait, l'analyse d'un plan de transition, c'est vraiment un sujet d'analyse fondamentale. Un analyste doit vraiment se plonger dans un secteur, comprendre quels sont les facteurs de décarbonation de ce secteur et ensuite
à l'échelle d'un émetteur, être capable de comprendre quels sont les vecteurs qui sont utilisés, mis en place, quels sont les éléments disclosés, les volontés exprimées, et ensuite d'être capable de pouvoir tracer finalement la trajectoire et de dire, bah oui, on a une crédibilité ou pas. Avant, dans le cadre de Net Zero Investment Framework, c'était binaire, je crois, hein. Il y avait-il, oui ou non, un plan de transition en place. Et aujourd'hui, on a l'exigence d'analyser cette crédibilité des plans de transition. Le fameux label ISR l'impose également. Et pour le coup, c'est super intéressant parce que d'un sujet purement fondamental, d'analyse purement fondamentale, on voit qu'on est capable d'utiliser, de leverager aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle pour aider. Qu'est-ce que Clarity a fait dans ce sens? Clarity a enseigné à à des agents la méthode d'analyse des sociétés. Donc, comme je l'ai nommé, donne la capacité à ces outils de comprendre quels sont les vecteurs de décarbonation et d'aller chercher dans les rapports qui décrivent les plans de transition les liens et la matérialité de la mise en place d'une stratégie pour ces vecteurs de décarbonation. Et ensuite de rapprocher ça avec les bases de données de Clarity sur quelles sont les émissions réduites. J'allais dire éviter, ne pas faire de confusion avec le scope 4, mais globalement, voilà, faire un rapprochement et de pouvoir finalement juger de la crédibilité. En discutant avec différents acteurs de place, j'ai compris qu'un analyste féru, connaissant bien son secteur, Mathilde, vous me direz si je me trompe ou pas, mais doit probablement passer à peu près 2 jours de son temps à pouvoir analyser correctement, en partant du rapport annuel ou du document universel, le plan de transition de l'émetteur. Et alors, ce que l'on a réalisé, c'est donner la capacité à ces outils d'aller collecter l'information, de la contextualiser et de finalement écrire ce que l'on appelle un rapport de plan de transition, de sorte à ce que cet outil vienne aider, et j'insiste sur ce point, vienne aider les analystes. C'est un outil d'aide à l'analyste et ce n'est pas bien évidemment une volonté de vouloir remplacer ou de vouloir suppléer. C'est impossible de toute façon. Et j'en suis convaincu parce que on a une nécessité de contextualiser, on a une nécessité de comprendre, d'avoir un historique et de faire référence à des points de données qui ne sont peut-être pas dans tout simplement l'univers donné ou apporté aux intelligences artificielles. Donc oui, l'intelligence artificielle, ici, peut vraiment augmenter euh, peut donner de l'efficience, peut permettre aussi de traiter à l'échelle, parce que lorsqu'on se retrouve face à des univers de fonds, je ne sais pas comment vous faites, mais avec des équipes d'analystes, on est limité en termes de nombre de personnes. On doit descendre sur l'ensemble des univers investis et lorsqu'on veut être labellisé ISR et quand on veut se conforter à ces réglementations, on est obligé effectivement de donner une appréciation. Je terminerai par le besoin de transparence. Vous l'avez évoqué, Sylvie, il y a une exigence de plus en plus importante, et Dieu merci, sur la transparence des méthodologies et aussi, et ça rebondit, je rebondis également sur ce que vous disiez, Mathilde, sur les besoins d'estimation, avoir aussi plus de fiabilité sur les estimations et de transparence. Aujourd'hui, des acteurs comme Clarity vont être régulés. En juillet, c'est demain, de cette année, nous allons devoir nous conforter à tout simplement cette réglementation qui incombe à l'ensemble des agences émettant un rating sur les émetteurs. Et un des axes ou un des fils rouges de cette réglementation, c'est la transparence et l'explicabilité des méthodes. C'est extrêmement important. Et Clarity existe depuis 2017, n'a pas choisi son nom par hasard. On a vraiment toujours souhaité avoir cette transparence au maximum parce qu'on sait que c'est un sujet qui pouvait, dans certains cas, faire défaut. Et donc, on a effectivement cette volonté de de vouloir systématiquement apporter une transparence, traçabilité de l'information, traçabilité des données, les sources, comment la donnée est transformée, comment est-ce qu'elle est normalisée, si elle est normalisée avec quelles données, d'où provient cette donnée, et ainsi de suite. Donc, tous ces métadatas, quelque part, sont extrêmement importants pour répondre à ces exigences. La dernière nécessité de transparence
elle est toute nouvelle. C'est d'être capable d'identifier comment fonctionnent les intelligences artificielles ou les méthodologies qui utilisent les intelligences artificielles. Donc là, il y a une réflexion énorme sur la traçabilité, l'auditabilité, la mémoire des prompts, des agents que l'on utilise pour mettre en œuvre ces méthodes. C'est un sujet ouvert, c'est un sujet sur lequel toute l'industrie travaille et qui est extrêmement préoccupante, mais qu'il faut effectivement bien maîtriser parce que sinon on peut partir dans beaucoup de directions et pas forcément les bonnes. Merci. Mathilde, je suis un gérant à l'ancienne et un adepte de la gestion active. Il n'empêche que l'intelligence artificielle devient capable d'apporter une aide très précieuse, de répondre à effectivement toutes les questions qu'on veut lui poser à partir d'un alignement sur des valeurs ou sur des visions du monde qu'elle a ingérées, que ce soit green, net zéro, accord de Paris compatible ou pas d'ailleurs. Mais les systèmes ne créeront jamais ou ne choisiront jamais leurs valeurs et leur système de référence. Or, les sociétés, les secteurs économiques qui sont choisis par une gestion d'actifs sont d'abord le reflet de la stratégie d'une entreprise, quelque part d'un projet humain qui doit entraîner tout l'écosystème, les salariés, les clients, les fournisseurs. Au-delà du plan de transition, il y a une dimension transverse qui est majeure. Alors, comment concilier dans une structure de gestion l'usage optimisé de l'intelligence artificielle et les enjeux de l'humain dans les nouveaux process de gestion? Alors, je vais faire écho à beaucoup de choses que Jérôme a dites avant moi. Je pense que, bon, comme dans tous les métiers, mais peut-être encore plus dans le nôtre, l'intelligence artificielle, ça va profondément et ça transforme déjà profondément notre manière de travailler. Ça le transforme beaucoup c'est un outil puissant d'analyse, hein, que ce soit sur des domaines financiers ou extra-financiers. Et on l'utilise déjà beaucoup. Je vais vous donner 3 exemples de cas d'usage qu'on a, mais qui sont sans doute partagés par d'autres acteurs de place. C'est, Jérôme l'évoquait un peu plus il y a quelques minutes, dans l'analyse des controverses notamment. Ce sont des outils très puissants pour aller détecter des signaux faibles et puis les structurer et aller chercher dans beaucoup de données et de la restituer d'une manière qui soit intelligible. C'est aussi sur l'analyse des plans de transition, et j'y reviendrai parce que c'est un outil très puissant et ça fonctionne très bien, enfin très bien, sur l'analyse des plans de transition. Je dirais quand même que même sur ces domaines-là sur lesquels l'IA a déjà démontré des capacités, on doit toujours rester attentif, et d'où le rôle de l'humain, à la qualité de la donnée, puisque l'IA, elle ne pourra pas inventer une qualité de données qui n'existe pas. Et le troisième cas d'usage qu'on a aujourd'hui aussi, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un peu moins lié à SFDR, mais c'est lié à notre pratique d'investisseur responsable. C'est tout ce qui relève du domaine du vote en assemblée générale. Les points communs de ces 3 cas d'usage, c'est qu'on est sur des utilisations pour lesquelles on a des cadres qui sont structurés, qui sont normés, qui sont répétables et qui sont sur lesquels on a un historique de normalisation et de compréhension partagée de ce que sont les enjeux à traiter. Là où l'intelligence artificielle fonctionne moins, et vous allez dire que le social m'importe beaucoup, ce qui est vrai, mais d'ailleurs pas que sur le social, mais aussi sur d'autres aspects environnementaux comme la biodiversité. Quand vous abordez des domaines sur lesquels il y a soit beaucoup de données contextuelles, soit peu de standardisation, soit sur des enjeux qui sont culturellement très différents comme le social, il faut travailler sur les cadres pour pouvoir faire travailler l'IA de manière performante. Donc, on est aujourd'hui sur les autres enjeux que le climat et les plans de transition un petit peu plus loin de ce que l'IA pourrait apporter à SFDR. Et peut-être pour vous donner un exemple concret, si on se replace dans les catégories, donc on a la catégorie durable, on peut faire tourner des IA pour détecter l'implication d'une entreprise sur des activités de la taxonomie, ça fonctionne bien. Sur les plans de transition climatique, comme je le disais. Nous, on a essayé de faire tourner des IA pour essayer de capter les entreprises qui offrent des produits qui sont accessibles à des populations plus vulnérables, soit par des politiques de prix adaptées, soit par l'adaptation des produits. Mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement de définition de partager, ce qui est un produit accessible en fonction des secteurs, en fonction des géographies, et parce que la donnée telle qu'elle est produite par les entreprises, elle est
tellement peu structuré que l'IA n'arrive pas à le capter. Donc voilà, je pense que sur certains sujets, on a encore besoin de travailler beaucoup sur des cadres pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Après, sur l'autre aspect, vous parliez de gestion active et notamment de gestion responsable, au-delà de la sélection des actifs, quand on fait l'investissement responsable et a fortiori quand on essaie d'investir dans la transition, il y a un rôle central qui est celui de l'engagement actionnarial. Et donc, l'engagement actionnarial, c'est voter aux assemblées générales, mais aussi accompagner les entreprises dans leur démarche de transition. Et là, c'est pareil, on est sur une IA qui peut être au service de l'humain, c'est-à-dire qui vient apporter des éléments supplémentaires d'analyse, qui vient aider sur l'analyse des plans de transition, etc. Mais tout ce qui va être compréhension fine, jugement, capacité à dialoguer avec les relations investisseurs ou les responsables des sociétés dans lesquelles on investit. Pour l'instant, en tout cas, c'est encore du dialogue de humain à humain. Et donc, on a vraiment cette différence qui est que, encore une fois, l'IA va pouvoir apporter des éléments, mais tout ce qui fait la différence, et vous le mentionniez aussi sur quelle est la stratégie, quel est l'objectif, reste au niveau de l'humain. Donc voilà, l'IA, ça permet de bien travailler sur les données, mais ce qui fait le cœur, à mon sens, d'une démarche d'investissement responsable aujourd'hui, c'est vraiment cette dimension d'accompagnement, cette capacité d'influence sur laquelle on reste aujourd'hui beaucoup sur de l'humain. Merci. On arrive presque au terme de cette table ronde. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à poser vos questions dans le chat et que on va y répondre d'ici quelques minutes. Euh, pour conclure, voilà, a priori, on a encore à peu près 12 mois avant que le trilogue n'adopte ou n'amende d'ailleurs le règlement SFDR 2.0 et que celui-ci soit mis en pratique. Alors, pour conclure, j'aimerais qu'en trois, quatre phrases, vous me donniez quels sont, selon vous, les éléments majeurs qui permettront une adaptation d'ici finalement début 2028 de tous les acteurs à SFDR 2.0, à la fois pour optimiser la reclassification des portefeuilles et proposer des reportings plus simples et plus précis. Mathilde, si vous voulez commencer. Alors, c'est un exercice toujours délicat. Peut-être juste en introduction, je pense qu'on aura un peu plus de temps pour la phase de transition, hein, comme l'évoquait Jérôme. On sera plutôt sur une mise en œuvre vraiment en 2028-29, vraiment 29. Mais en trois phrases, je pense que c'est un peu ce qu'on a dit en fil rouge. Il faut trouver le bon équilibre sur ces catégories entre quelque chose qui réponde à la problématique des épargnants, qui est de savoir dans quoi ils investissent et éviter le greenwashing, mais rester praticable. Encore une fois, je pense qu'il faut s'assurer qu'on ne se retrouve pas avec que des fonds climat ou que des fonds ESG basic. On doit pouvoir s'assurer d'une diversité de produits qui répondent aux différents besoins des investisseurs. Et puis surtout, qu'on réussisse à rester dans la lisibilité, puisque c'est un petit peu la difficulté sur ces sujets qui sont sur lesquels on est souvent sur des sujets de conviction très fortes, mais on peut se perdre dans la technicité, donc réussir à rester lisible. Jérôme? Trois mots. Il faut anticiper, anticiper et anticiper. Non, pour faire court, c'est vraiment mon message. C'est le message de Clarity. Équipez-vous d'outils qui vous permettent effectivement de bien anticiper. On voit une disparité des pratiques sur la place. Certains acteurs, et vous en faites partie, Mirova, sont en mode projet, sont très en avance de phase, analysent correctement, sont bien outillés, équipés. D'autres sont moins en avance de phase et sont effectivement plus dans l'attente. Et je crois que l'anticipation, c'est quelque chose qui est aujourd'hui possible. Pour ça, il faut s'outiller. Et pour s'outiller, il faut réfléchir à se tourner vers des acteurs qui font bénéficier d'outils effectivement efficaces, bien construits et qui s'appuient sur des données extrêmement fiables. La fiabilité des données, la transparence des méthodologies, on en a parlé pendant quasiment une heure. C'est vraiment les critères de sélection évidents à mettre en place dans ce cadre-là. Ok, merci. On a quelques questions qui nous viennent de la salle, j'allais dire.
La première, elle est effectivement la question de la souveraineté revient depuis quelques mois sur le devant de la scène et devient une priorité pour nombre d'investisseurs, en particulier institutionnels. Les évolutions SFDR 2.0 sont-elles compatibles avec la souveraineté et finalement est-elle implicitement intégrée au nouveau texte? Peut-être Mathilde? Alors, est-ce qu'elle est intégrée dans le texte? Pas réellement. En fait, quand on regarde le texte, il y a très peu de mentions à ces sujets-là. En revanche, il y a eu des clarifications, notamment l'été dernier, de la part de la Commission européenne sur le fait que il y avait un lien très fort entre la finance durable et les sujets de souveraineté. Donc, même si c'est pas écrit dans le texte, bien sûr, c'est très intégré. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est que les sujets de la finance durable, c'est quoi? C'est les énergies bas carbone, c'est la sécurité alimentaire, la résilience des infrastructures, l'accès aux médicaments et à la santé. Tout ça, ce sont des objectifs qui sont pleinement intégrés dans les sujets de souveraineté européenne. Donc en fait, quand on parle de stratégie d'investissement ou d'objet d'investissement, on a un très fort alignement quand on investit en Europe, quand on investit voilà, sur les énergies renouvelables. C'est un sujet d'indépendance énergétique et de souveraineté européenne. Donc il y a un alignement très fort entre les thématiques. Vous allez l'aborder, donc je préfère l'anticiper. Le sujet de la défense, en revanche, est un sujet qui est un peu plus compliqué, qui est un sujet important du thème souveraineté et qu'on trouvait assez peu développé dans les cadres de développement durable. Et donc, cette question de souveraineté et d'investissement durable versus défense a fait couler beaucoup d'encre et a posé beaucoup de questions. Mais là-dessus, je pense aussi qu'il y a, et c'est donc de la part en tout cas des pouvoirs publics européens, une vraie volonté de réconcilier les deux, de la part des investisseurs, une attention forte à apporter au fait que on ne peut pas parler de souveraineté aujourd'hui en étant aveugle et en laissant de côté ce sujet-là, y compris pour la finance durable, de la même manière qu'on ne peut pas rester en dehors des sujets de transformation digitale et d'intelligence artificielle, même si ce sont des sujets qui embarquent un certain nombre de risques très forts, que ce soit des risques environnementaux ou des risques sociaux. Pour autant, voilà, on peut mettre au service de ces thématiques notre intelligence, notre capacité à analyser en détail les actifs dans lesquels on investit et de le faire de manière responsable. Alors, j'ai deux autres questions qui se regroupent un peu, donc je vais vous les poser. Je pense que la première partie est plus pour Mathilde et la seconde, je pense que Jérôme aura des éléments de réponse. France et Europe construisent une nouvelle politique de défense et appellent aux investissements sur ce secteur. Les évolutions actuelles créent au sein de certains comités de surveillance des débats presque philosophiques. Investir dans la défense est peut-être responsable, mais ne peut pas être considéré comme durable. C'est en tout cas ce qui ressort. Alors, comment sont considérés les investissements dans le militaire, dans la réforme SFDR 2.0? Ça, c'est plutôt la question pour Mathilde. Et un petit peu en complément de ça, SFDR 2.0 donne-t-il les clés pour se prémunir de risques géopolitiques? Et effectivement, dans le cadre de la politique d'exclusion, est-ce que les modèles intègrent la fameuse réglementation CARA pour Conflict Affected and High Risk Areas, c'est-à-dire qui identifie les zones à risque pour le commerce international en général et plus spécifiquement pour l'approvisionnement en matières premières sensibles? Ça, c'est peut-être plus dans les modèles de Jérôme. Je laisserai Jérôme répondre sur cette deuxième partie. Il nous reste 5 petites minutes, donc si vous pouvez avoir des réponses un peu courtes, ce serait parfait. Je commence sur la première question. Moi, ça reprend un petit peu ce que j'avais commencé à évoquer sur le sujet de la défense. Déjà, je pense qu'il faut faire une vraie différence entre le sujet de la défense et le sujet de l'armement, ce qui pose problème à beaucoup d'investisseurs responsables. C'est pas tant la défense que le fait d'investir dans des armes qui peuvent être létales et ou voire d'ailleurs ce qui est notre problématique principale, c'est plutôt le sujet que les armes dans la configuration actuelle, en tout cas sur les marchés des grandes entreprises cotées, ont un risque d'être réexportés vers des régimes dits non démocratiques et avec un risque de détournement d'usage. Ça fait partie des sujets qu'un investisseur responsable doit traiter et qui n'est pas traité dans la réglementation SFDR 2.0 en tant que telle. Moi, je pense que là où l'alignement est très important, c'est que
il faut revenir à quelle est l'intention du fonds, quel est l'objectif de durabilité du fonds. Si vous avez un objectif de durabilité qui est lié à l'investissement dans des activités vertes, je pense difficile de pouvoir expliquer à un client dans lequel on dit que je veux financer les énergies renouvelables et les technologies bas carbone, de justifier un investissement dans l'armement ou autre. En revanche, si vous avez un objectif de souveraineté, là, la question peut se poser différemment. Donc, clairement, je pense qu'il y a un besoin de transparence et d'expliquer quel est l'objectif d'investissement du fonds. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre souveraineté et durabilité. Mais je reviens un petit peu à ce que vous disiez, la différence entre investissement durable et investissement responsable. Il faut être très au clair entre l'objectif que vous poursuivez et la manière dont vous sélectionnez les entreprises sur cet objectif. Et Jérôme, sur la deuxième partie, vous avez des éléments de réponse? J'avoue que je Oui, suis pas une alors, spécialiste de la réglementation CAR, donc oui, non, c'est un domaine qui, pour le lier avec SFDR, est plutôt un peu séparé. Néanmoins, euh, je pense que aujourd'hui, effectivement, avec ce risque géopolitique qui est vraiment prégnant et la volonté de vouloir tout simplement contrôler les risques d'investissement, c'est là effectivement un outil peut-être qui peut être assez intéressant. Et c'est un outil qui est assez délicat parce que il est compliqué à interpréter en tant que tel, Sylvie. C'est par contre possible de mettre en place des sets de données, de pouvoir identifier des signaux qui permettent éventuellement de catégoriser des émetteurs comme étant effectivement quelque part liés avec ce qu'on peut appeler les CARA ou pas moteur, mais participant finalement à ces conflits. C'est extrêmement délicat comme sujet. C'est un domaine qui nous impose une rigueur d'analyse. Et en l'occurrence, la façon dont on l'a traité est très simple. On a défini des signaux importants à identifier que l'on transmet à nos assureurs ou que l'on transmet aux asset managers pour leur permettre ensuite de mettre en place une politique d'exclusion parce qu'on est vraiment là sur du negative screening. C'est vraiment ne pas vouloir investir sur une société qui est effectivement investie pour des raisons purement business dans des activités, dans des pays qui sont en conflit. Et donc le point est plutôt au niveau de la définition des mandats de gestion, de la définition des principes également que l'on veut incorporer dans ces actifs pour ensuite être capable de pouvoir traiter ces signaux et mettre en place sa méthodologie. C'est un sujet qui est développé et c'est un sujet qui effectivement aujourd'hui intéresse de plus en plus de participants, financial, hein, market participants. Pourquoi? Parce que c'est complètement lié avec cette volonté de vouloir quelque part gérer au plus près ce risque géopolitique qui peut aussi, bien évidemment, avoir des conséquences assez importantes ou importantes tout simplement sur les actifs. Et alors pour revenir sinon sur les propos de Mathilde, complètement en ligne, et je pense que dans le domaine de la défense, il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui ont des difficultés, je pense, de pouvoir financer leur activité parce qu'elles sont en croissance du fait de la situation géopolitique actuelle. Mais je pense qu'il est essentiel de trouver des vecteurs de croissance, des vecteurs pardon, de financement pour leur permettre effectivement de correctement répondre à des besoins de sécurité. Et c'est un sujet qui pourrait ouvrir vers un autre webinaire, je pense. voilà, on est arrivé au terme du temps imparti, donc je vous propose de conclure sur ces propos et qui ouvrent effectivement de nouvelles perspectives. Merci beaucoup Mathilde Dufour de Mirova et Jérôme Matt de Clarity AI pour avoir accepté voilà cet échange que je crois très riche autour de SFDR 2.0, mais on a vu qu'on avait ouvert finalement beaucoup de portes à côté. La semaine de l'IA se poursuivra demain matin à 11 heures vendredi. Donc, un autre webinaire organisé par Option Finance. Et donc, le dernier épisode de la semaine de l'IA est intitulé Comment l'intelligence artificielle renforce la performance
et construit la confiance opérationnelle. Donc, à nouveau, merci à tous les deux. Merci à Option Finance pour l'organisation de cette semaine et de ce chapitre numéro 4 qui, j'espère, vous a intéressé. Et au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.